Bonjour. Bon, on va commencer un petit peu en avance, comme ça va permettre de laisser plus de temps aux questions-réponses si nécessaire. Je vais vous présenter, alors déjà bienvenue à cette session Office 365 pour l'éducation. Donc je vais me présenter très brièvement. Je suis Eric Ortiz, donc le monsieur sur la slide complètement à droite. Je travaille au sein de l'équipe éducation Microsoft. J'ai la charge de tout ce qui est, on va dire, solution cloud pour les établissements et en plus particulièrement la partie Office 365, donc les services collaboratifs pour l'éducation. Cette session va être un peu particulière puisqu'on ne va pas s'étendre sur rebrosser l'intégralité des services disponibles pour l'éducation, puisqu'en fait Office 365 version académique est rigoureusement similaire à l'offre entreprise. Donc l'idée, c'est pas de vous redonner un panorama de tous les services et de vous les présenter. On va plutôt aller s'attacher aux couches basses de l'offre, à savoir comment faire coexister l'offre en termes d'intégration technique avec des SI Microsoft ou pas, que ce soit en termes de sécurité, de provisionnement, des problématiques d'annuaire. Donc on va vraiment rentrer dans les entrailles du produit, mais plutôt côté de l'infrastructure, et savoir comment le nuage va pouvoir coexister avec des infrastructures à la fois Microsoft ou pas, et puis mettre en exergue un certain nombre de problématiques, dont notamment la sécurité, qui va être un point fondamental. Alors pour cela, moi je vais être que le monsieur loyal durant cette présentation. Je vais simplement, entre guillemets, poser le décor et céder la parole à mes collègues que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc moi je suis Bruno Pirat, je suis architecte messagerie au sein de la société de services Neos SDI. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Neos SDI, c'est un partenaire Microsoft qui intervient sur toutes les technos Microsoft. On est présent en France, en Europe et aux États-Unis. Et si vous souhaitez plus d'informations, vous êtes attendu au stand 54. Voilà le message Dixit les commerciaux. Voilà. Franck. Bonjour à tous, donc je suis Franck Musson, moi je suis architecte, mais je vais dire architecte applicatif, donc côté développement. Et mon rôle chez Neo, c'est d'intégrer en fait les différentes plateformes de Microsoft, de les faire fonctionner ensemble, et souvent de positionner des plateformes dans des systèmes d'information existants, donc souvent avec des problèmes d'interopérabilité. Voilà. Merci. Bonjour, Arnaud Jumelet, je suis consultant sécurité à la direction technique chez Microsoft France. J'interviens principalement en fait sur les problématiques d'identité. Donc c'est ce qu'on va développer ensemble et notamment depuis cette année sur tout ce qui est cloud et gestion de l'identité. Bon c'est parfait, on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, alors, direction cloud pour l'éducation. Donc je vais simplement très très brièvement vous lister l'agenda. Alors il y aura juste une slide. Oups. Voilà, Office 365 en bref, vous rebrossez les services disponibles dans la plateforme de manière très très synthétique. Voilà, la plateforme est disponible depuis plus d'1 an. On a de nombreuses écoles qui ont déployé le service. Alors le service était avec une filiation d'un autre service qui s'appelait LiveATEDU, qui proposait déjà de la messagerie en mode cloud, Exchange Online disponible pour les établissements. Donc l'année dernière, on a basculé sur cette plateforme Office 365. Et la bonne nouvelle pour tous les établissements qui connaissent et utilisent déjà cette plateforme, c'est que désormais, vous allez être rythmé par les mêmes mises à jour que l'on propose également pour l'entreprise, c'est-à-dire notamment la vague 15, la vague de toutes les serveurs version 2013, donc qui aura lieu en cours d'année. Donc tous les gens qui utilisent Office 365 d'ores et déjà vont basculer sur cette prochaine version, et les gens qui étaient sur LiveATEDU vivent actuellement une période de transition vers cette plateforme Office 365. Alors, je vous rebrosserai très brièvement les services de cette plateforme. Ensuite, on aura un retour d'expérience de la part de Bruno sur 2 problématiques de messagerie très différentes, à savoir le déploiement d'une messagerie avec une reprise en coexistence dans un environnement plutôt Microsoft, avec des gens qui utilisaient déjà de l'Exchange, et puis une problématique complètement différente qui est la reprise d'un existant complet d'un client utilisateur Zimbra avec une infrastructure qui est plutôt pas Microsoft à la base. Tout ça pour mettre en exergue les différents scénarios, que ce soit en termes de provisionnement et d'identité, qui seront développés ensuite notamment par Arnaud, avec justement comment mettons en œuvre des problématiques de fédération, synchronisation, avec des standards tels que Shibboleth, comment connecter des annuaires OpenLDAP, comment intégrer le CAS dans ces dispositifs de sécurité, voilà, qui seront développés très largement par la suite. Puis on gardera un long moment pour les questions-réponses. Alors Office 365 en bref. Donc pour rebrosser très brièvement les services qui sont proposés aux institutions, aux écoles. Donc l'intégralité des services que l'on propose aujourd'hui sont à destination des établissements à vocation d'enseignement. Donc les critères d'éligibilité Office 365 en version académique, faut tout simplement être un établissement qui fait de l'enseignement. Donc ça inclut à la fois les lycées, collèges, l'enseignement supérieur, les universités, les établissements privés, les CFA, les GRETA.
la petite enfance également sont éligibles au service. Donc, ce que l'on propose, c'est d'équiper l'institution complète, que ce soit les étudiants, les apprenants, les enseignants et le personnel administratif. On le verra dans la solution qu'on propose aujourd'hui, et notamment dans le cadre du monde universitaire, qui est, on va dire, un secteur un petit peu particulier puisqu'il y a des activités de recherche. On met très souvent la mise en place des solutions en coexistence. D'ailleurs, ce sera développé par Bruno, puisque dans l'un des scénarios de déploiement de cette solution, c'est un retour d'expérience où notamment on a mis en œuvre la solution en modèle, ce qu'on appelle cloud hybride. Donc aujourd'hui, la solution se destine à tous les personnels d'un établissement et les étudiants apprenants. Néanmoins, aujourd'hui, dans certains cas de figure, on est amené des fois aussi à déployer des architectures hybrides. On va faire coexister les mêmes technologies sur site et dans le nuage. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est des boîtes aux lettres de 25 gigas sur la technologie Exchange Online. Donc en version 2010 aujourd'hui à l'instant T où je vous parle, et très très prochainement, c'est l'affaire de quelques semaines en version 2013. Donc pour les gens qui sont déjà en Office 365 2010, ils vivront une upgrade de service, une migration dans les mois à venir. Et pour ceux qui ne seraient pas encore utilisateurs de l'offre, attendez quelques semaines, vous profiterez d'ores et déjà de la nouvelle version. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de la messagerie unifiée. Alors avec à la fois une boîte de 25 gigas, de la présence, de la messagerie instantanée basée sur Link, des services de visioconférence aujourd'hui qui sont très intéressants et très demandés par les institutions. On a beaucoup aujourd'hui d'expérimentation, notamment de business school qui ont des campus à l'étranger, qui songent beaucoup à l'enseignement à distance. Comment faire intervenir des gens aux quatre coins du monde, faire intervenir un enseignant d'un campus américain dans un cours en plénière en France, par exemple, donc des expériences de e-learning, de cours immersifs. On parle beaucoup de ces tendances-là dans l'enseignement. Comment changer un petit peu la manière d'apprendre. Tout ce qui est portail, donc c'est vrai que dans Live ATD on proposait de la messagerie, on n'avait pas de solution de portail collaboratif. Donc aujourd'hui avec la brique SharePoint Online, on vous propose en fait le portfolio de services intégral SharePoint, que ce soit pour la mise en place de GED, de solutions collaboratives, de réseaux sociaux. Ce sera l'objet aussi d'un des cas de figure qu'on a pu déployer notamment sur des problématiques de sécurité assez avancées en environnement peu Microsoft, avec une plateforme de réseau social qu'on a mis en place sur un pilote pour une école de commerce. Et puis, bien évidemment, la suite Office en ligne, très intéressante pour les établissements, comment permettre à des étudiants de pouvoir collaborer, faire du co-authoring, rédiger ensemble des documents, partager ce contenu à travers ces espaces collaboratifs. Alors aujourd'hui, tout ça sans la sécurité et la fiabilité des services, et ça tombe bien, on va parler de sécurité et de fiabilité. Alors la sécurité et la fiabilité, c'est à différents niveaux, c'est d'avoir l'engagement que l'éditeur est respectueux de la vie privée, la sécurité des data sensors et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la solution est conforme avec les clauses contractuelles type de la CNIL, conformité avec le droit européen. On s'attachera aujourd'hui à plus particulièrement développer la partie sécurité sur tout ce qui est protocole et standards de sécurité. Voilà. Donc je vais céder la parole à Bruno pour la partie retour d'expérience. Donc pour ma part, en fait, j'interviens pour faire un retour d'expérience sur notamment 2 migrations au niveau de la messagerie qui ont été réalisées l'année dernière vers la plateforme Office 365. Mais pour commencer, nous allons comparer ce que c'est qu'une infrastructure Office 365 et une infrastructure locale pour bien comprendre les enjeux de la démarche de tel projet. Donc sur Office 365, nous avons 3 produits phares avec Exchange pour la messagerie, Link pour la messagerie instantanée et SharePoint pour le partage documentaire. Ces 3 produits sont aussi disponibles sur une infrastructure locale, dite on-premise. C'est les mêmes produits et donc nous avons le choix, vous avez le choix de dire je veux déployer une solution entièrement sur Office 365, entièrement locale ou mixer les deux. Il y a aussi une autre brique qui celle-ci est moins visible, c'est ce que nous appelons l'annuaire Active Directory. Donc le rôle d'un annuaire Active Directory est d'abord d'authentifier l'utilisateur et deuxièmement de fournir le service d'annuaire aux différentes applications, notamment la messagerie. Ici, nous avons 2 infrastructures, une infrastructure locale, une infrastructure 365. Ça veut dire que nous n'avons pas forcément le même contenu en termes d'annuaire ni en termes de configuration applicative. Par exemple, donc un exemple que nous verrons tout à l'heure, nous avons déployé la solution de messagerie pour un établissement de l'Amiens. Il y avait une plateforme Exchange 2007 en interne. On a déployé la messagerie Exchange Online pour une partie des étudiants. Il est impératif que tout le monde voie tout le monde. C'est-à-dire que je sois hébergé, ma boîte OS soit hébergée en interne ou soit sur Office 365, je dois avoir le même contenu en termes d'annuaire. Mon email doit rester le même. Donc tout ça va nous amener à nous poser un certain nombre de questions sur la configuration et notamment la gestion du contenu
de l'annuaire Active Directory côté Office 365. Donc ça, c'était le résumé du slide. Les mêmes produits, mais deux infrastructures différentes. Une fois que nous avons compris que nous avions deux infrastructures différentes, mais ce sont les mêmes produits, nous allons être amenés, lors d'une session de travail, à nous poser un certain nombre de questions. Et la première question est comment allons-nous gérer le contenu de l'annuaire présent sur Office 365 ? Une solution, c'est d'utiliser l'interface graphique. Donc ça, c'est très bien, mais c'est surtout utile pour les petites structures. Ou alors, vous allez souhaiter automatiser cette gestion de compte à partir d'un annuaire interne. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit vous développez vos propres scripts en PowerShell, soit vous utilisez l'outil DearSync. Donc qu'est-ce que c'est que DearSync ? DearSync, c'est un outil fourni par Microsoft, packagé, qui va répliquer le contenu d'un annuaire interne vers Office 365. La réplication est monodirectionnelle, c'est-à-dire que c'est tout le temps de votre annuaire interne vers Office 365. Ensuite, on peut noter que ce produit, il est possible d'exclure, de réaliser des filtres pour ne pas synchroniser tous les objets. Et dernier point, DearSync. L'avantage de DearSync, c'est qu'il va être capable de détecter toute création de compte dans votre annuaire, toute modification d'objets. Par exemple, vous modifiez le numéro de téléphone d'un compte interne, ça va être répliqué. Ou toute suppression, vous supprimez un compte en interne, il va être supprimé dans Office 365. En général, on déploie DearSync pour automatiser et simplifier la gestion de comptes. Et après, nous utilisons des scripts PowerShell pour réaliser d'autres traitements. Par exemple, pour activer des boîtes aux lettres pour certains utilisateurs. Le fonctionnement de DearSync, on le verra tout à l'heure plus en détail avec Arnaud. Un autre point, c'est la partie authentification. Donc nous avons vu que nous avions deux infrastructures, c'est-à-dire qu'un compte utilisateur est présent en interne avec un mot de passe, il est aussi présent sur Office 365 avec un autre mot de passe. Et donc les questions qu'on va se poser, c'est quel est le compte et quel est surtout le mot de passe que nous allons utiliser pour que l'utilisateur s'authentifie sur la plateforme. La première solution, c'est de lui dire, c'est une plateforme différente, donc tu as un autre mot de passe, à toi de gérer ce mot de passe. La deuxième solution consiste à dire, nous allons configurer Office 365, nous allons le fédérer avec l'annuaire interne pour faire en sorte que l'utilisateur, en entrant son login, qui est en général son email, n'ait plus qu'à taper son mot de passe interne. L'avantage, c'est qu'on simplifie avec cette solution, on va simplifier le rôle du helpdesk quand on réinitialise des passwords. On sait qu'on a juste une source à traiter, on n'a pas la partie Office 365, on n'a pas à déléguer des accès à ce niveau-là. Si on retient la deuxième solution, de dire on met en place une solution type ADFS, il faut savoir que l'ADFS est utilisée pour l'authentification. Donc il est primordial que cette plateforme soit disponible. Si vous cherchez à vous authentifier sur Office 365 et que cette plateforme n'est pas disponible parce que votre serveur est arrêté, pour termes de patching par exemple, l'utilisateur ne pourra pas se connecter à Office 365. Donc pas d'accès à sa boîte aux lettres, pas d'accès à Link, pas d'accès à SharePoint. Donc dans ces cas-là, on vous recommande de prévoir une redondance de la plateforme. Dernier point, ces deux outils sont donc des outils fournis par Microsoft qui sont gratuits. Ils s'installent sur des machines physiques ou virtuelles, Windows certes. Et en termes d'exploitation, vous avez juste le patching à faire. On n'a pas d'administration dessus. Donc en gros, c'est une machine que vous allez facilement oublier. Un point qu'on n'a pas précisé aujourd'hui, DearSync, c'est un outil qui est packagé, qu'on télécharge directement depuis la plateforme. Il faut savoir que cette brique s'appuie en fait sur un autre produit qui est connu dans le giron Microsoft, qui s'appelle FIM, For Front Identity Manager, qu'on évoquera un petit peu plus loin. Et dans la roadmap, il est prévu également que FIM évolue sur cette plateforme Office 365 pour permettre de connecter nativement, pas que de l'Active Directory, mais nativement également des annuaires LDAP et de répondre aussi à des objectifs de multi-domaine, multi-forêt, et donc d'avoir un outil qui permet de consolider plusieurs sources d'annuaires, pas forcément Microsoft, pour provisionner, c'est-à-dire d'avoir toujours une logique de simplifier l'automatisation du provisionnement, même depuis des infrastructures qui sont pas forcément Microsoftiennes. Donc ça, c'est un point important dans la feuille de route du produit, et notamment avec l'arrivée de la vague 2013. Merci. Un autre point qui est à voir, notamment, c'est la configuration des plateformes. Comme on a vu tout à l'heure, vous pouviez garder une plateforme, par exemple, de messagerie juste en interne.
la mettre intégralement sur Office 365 ou faire un mixte. Donc, dans ce cas-là, on parle de mode hybride. Si vous avez une plateforme Exchange, donc certes on est Microsoft, on va vous garantir, via l'outil DearSync notamment, que le contenu des annuaires sera le même, quel que soit l'emplacement de la boîte aux lettres de l'utilisateur, que l'utilisateur va garder son email, qu'il soit en interne ou en externe, et vous allez pouvoir migrer les boîtes aux lettres dans les deux sens. Si vous avez déjà un Exchange 2010, à ce moment-là, vous allez avoir d'autres fonctionnalités qui seront offertes, comme par exemple le fait d'avoir une console d'administration pour gérer les deux plateformes. Autre solution, avec le serveur Exchange 2010, ça vous permet aussi de partager des informations type contact et type calendrier entre les deux plateformes. Donc le choix du modèle en fait va dépendre de vos besoins et de vos contraintes. Autre point, donc c'est la migration. Donc il y a deux types de migration. Il y a une migration qui est progressive, qu'on va étaler sur plusieurs jours voire semaines. Et la deuxième solution, c'est une migration instantanée dite one shot, c'est-à-dire qu'on va préparer tous les comptes sur la plateforme Office 365 et à l'instant T, on va basculer l'ensemble des services. Après, nous allons voir pour synchroniser, récupérer tous les mails qui seraient présents sur la messagerie interne. Alors aujourd'hui, c'est vrai que dans la démarche projet, souvent on nous pose la question, et c'est vrai que selon la taille de l'établissement, si vous êtes un lycée-collège avec environ 1 millier de boîtes, ou vous êtes une université avec 40 000 comptes, une université avec 40 000 comptes, c'est presque une multinationale, si on y songe en termes de volume de boîtes. La bascule va pas être la même, et la manière dont on travaille en mode projet aujourd'hui, sur tous les pilotes qu'on peut mener, très souvent on commence par lotiser et travailler sur des pilotes de plusieurs centaines de boîtes, avant de songer à une bascule, j'irais de faire le grand saut sur 30 000, 40 000 boîtes. Donc l'intérêt aussi de la solution, c'est de pouvoir travailler soit dans un mode incrémental, soit dans un mode bulk, un one shot, et voilà, et donc d'avoir différents scénarios possibles pour évaluer la solution, ou même déployer par type de population, par type de périmètre. Donc ça, c'est aussi de la flexibilité également dans la bascule et la migration de solutions existantes. Merci. Donc ça, c'est les principaux points, les 4 principaux points techniques qui vont définir l'architecture que nous allons mettre en place et donc qui vont aussi impacter le scénario de migration. Maintenant, je vous propose de voir ce que ça donne en termes de démarche projet. Donc un projet type, c'est ce que nous avons délivré sur les 2 prochains exemples que nous verrons juste après. Cela consistait en une réunion de travail pour se présenter, pour prendre en compte votre environnement et répondre aux questions que nous avons vues, c'est-à-dire comment allons-nous gérer le contenu de l'annuaire dans Office 365, comment les utilisateurs vont s'authentifier, voir en fonction de la messagerie présente dans quel cas de figure nous allons nous retrouver, est-ce que nous êtes dans un mode hybride ou pas, et donc par conséquent comment nous allons migrer. Cette réunion de travail, on l'a déjà réalisée entre une demi-journée et une journée. Ensuite, nous passons à la mise en œuvre avec la configuration d'Office 365. Donc une configuration, ça consiste à activer le compte, à créer quelques agencements DNS, à renseigner des informations du style les emails techniques, numéro de téléphone pour être rejoint en cas de problème. Ça se fait en quelques heures. Et après, on peut déployer les solutions DearSync et ADFS, si c'est des solutions retenues. Donc, la solution DearSync, la mise en œuvre, c'est une journée, un ADFS, c'est entre 1 et 2 jours. Donc, ça veut dire qu'en moins d'une semaine, on est capable de migrer les premières boîtes aux lettres et de faire un pilote avec des utilisateurs réels. Pendant la phase pilote, on va faire un transfert de compétences aux équipes d'administration. Et ensuite, lorsque tout le monde est prêt, on va migrer. Donc lors de la phase de migration, il y a un point important, c'est de communiquer aux utilisateurs. Même si c'est transparent suivant les cas de figure, c'est fortement conseillé d'avoir une bonne communication. Alors sur ce slide, il y a volontairement des jalons qui ne sont pas présents. Par exemple, lorsqu'on fait un projet de messagerie en interne, on a tout le temps une phase définition de l'architecture interne, une phase de documentation, qui consiste à analyser les habitudes des utilisateurs, prendre en compte vos besoins pour déterminer la configuration matérielle à mettre en œuvre derrière. Le stockage, en termes de logiciel, qu'est-ce qu'il nous faut, en termes de backup, en termes d'antivirus, voire de délégation. Cette phase n'est pas nécessaire, puisque la plateforme elle est livrée par Office 365, elle est gérée par Microsoft. Vous avez besoin de 10 boîtes, ils vous en fournissent 10, vous en voulez 15 000, ils vous en fournissent 15 000, vous en voulez 50 000, vous en aurez 50 000. Après, c'est pas notre problème de savoir est-ce qu'il faut 1, 2 ou 10 serveurs. Donc ça, c'est un gain de temps important. Et après, du coup, on n'a pas la mise en œuvre de cette plateforme.
Puisqu'une plateforme avec quelques serveurs Exchange, ça peut rapidement prendre entre 1 à 2 semaines une mise en œuvre, ne serait-ce que pour tester ensuite les produits antivirus, les produits de backup, faire une validation du matériel de stockage, est-ce qu'il va respecter les contraintes de perf ou pas, sans oublier le transfert de compétences à faire aux équipes d'administration. La plateforme 65, elle est gérée par Microsoft, donc toute cette partie-là, c'est un gain de temps qui peut être énorme. Donc c'est des projets du coup jusqu'à la phase pilote où on peut le réaliser en moins de 10 jours en fait. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de voir 2 exemples. Le premier exemple concerne le AM Lyon, donc c'est une école management située à Lyon. Le contexte c'est 3500 étudiants plus des boîtes aux lettres pour les anciens élèves, puisqu'il y a une volonté de garder une boîte aux lettres à vie, avec bien sûr des PC en workgroup, puisque c'est les PC des étudiants, sur lesquels nous n'avons pas la main. C'est important parce qu'en entreprise, souvent les ordinateurs sont gérés par ce qu'on appelle des stratégies de sécurité, des GPO, voire avec des outils de packaging pour pousser des solutions, les configurer. Ce n'est pas possible avec des PC, le PC des étudiants. La contrainte, en fait, était d'offrir un espace de stockage plus grand aux étudiants, puisque les boîtes aux lettres faisaient 100 mégas. C'était petit par rapport à ce que l'on voit actuellement aux boîtes aux lettres libres style Outlook, Yahoo et Google. Donc, le premier objectif, c'était de leur fournir une boîte aux lettres plus grande. Le deuxième objectif, c'était que la migration soit transparente. Le dernier point, c'était de valider la plateforme Office 365. Puisque le AM Lyon ne connaissait pas Office 365, vous a dit on réalise un pilote pour valider le bon fonctionnement. Donc en gros, nous sommes intervenus pour faire un pilote avec Office 365 en gardant une plateforme Exchange 2007 en interne. Et donc ça voulait dire que nous allions avoir une configuration en mode hybride. Les choix retenus par le client ont été de déployer la solution d'earsync et aussi l'authentification via ADFS et de migrer progressivement des utilisateurs. Donc la phase pilote, on a commencé la migration, on a donné les billes pour que les administrateurs puissent continuer de gérer ce déploiement. Et à la fin du pilote, qui contenait en gros 70 utilisateurs, au bout d'un mois, il y a un questionnaire satisfaction qui a été envoyé. La réponse, c'est 96% des étudiants demandaient à rester sur Office 365. Il faut reconnaître que pour l'étudiant, la migration avec un client Outlook a été entièrement transparente. Le matin, la veille plutôt, l'utilisateur est notifié par email de la migration de son compte, donc sa boîte aux lettres ne sera pas forcément accessible pendant la nuit. Et le lendemain matin, lorsqu'il se connecte, Outlook va donc se connecter au serveur Exchange 2007 interne. Le serveur est au courant que la boîte aux lettres n'est plus présente en interne, mais elle est sur Office 365. Il renvoie une notification client Outlook pour lui dire désormais ta boîte elle est sur Office 365. Et le client Outlook est assez intelligent pour récupérer les informations de configuration et se mettre à jour tout seul. Donc la bascule, elle est transparente pour l'utilisateur. Ce pilote a été réalisé en 2 semaines. Et ensuite, nous sommes réintervenus pour déployer l'ADFS avec une solution à haute disponibilité. C'est-à-dire qu'on a doublé les serveurs. Et aussi pour déployer Link. Toujours dans l'objectif d'offrir de nouveaux services aux utilisateurs. Voilà, je crois que sur ce retour d'expérience, Eric, tu voulais rajouter quelques mots. On a fait le tour. Tout l'intérêt de la solution en modèle hybride, c'est qu'on l'a vu, c'est que depuis une console, vous gérez vos utilisateurs, je dirais indépendamment de la localisation. Vous allez pouvoir les déplacer d'un endroit à l'autre. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est des problématiques intéressantes, notamment dans le monde universitaire, où des étudiants à partir d'un certain grade, entre guillemets, deviennent doctorants et possiblement travaillent sur des projets confidentiels, et donc de pouvoir redéplacer un utilisateur dans son data center et de regarantir la souveraineté des données de recherche, des données sensibles sur lesquelles peut travailler cet utilisateur. Donc là, le modèle en coexistence offre un double avantage de pouvoir conserver son infrastructure locale pour des raisons
X ou Y. Là, dans le cas de l'EM Lyon, pas forcément par rapport à des problématiques de recherche, c'était de valider que la solution fonctionne et de garder quand même, entre guillemets, en backup la solution existante et petit à petit de valider le concept sur des utilisateurs. Donc c'est à la fois des fins de sécurité, mais également de flexibilité, d'économiser du coût de stockage. Et puis, on parle beaucoup de la réversibilité, d'être en coexistence. C'est aussi le moyen très facilement de rapatrier l'intégralité de ces données chez soi, j'irais via un simple drag and drop, je caricature à peine. Voilà. Donc ensuite, le deuxième retour d'expérience concerne l'université. C'est toujours dans le cadre d'une migration de messagerie vers Office 365. Cette fois-ci, le contexte est différent, puisqu'en fait, la messagerie, c'est une messagerie Zimbra. Le contenu à migrer, c'était 3500 boîtes aux lettres avec les données à récupérer. Aujourd'hui, il y a 10 000 boîtes aux lettres sur Office 365 pour cette université. Les utilisateurs avaient un client Outlook. Donc, qu'est-ce qui a été fait? En fait, nous avons mis en place la solution ADFS parce qu'il y avait déjà un annuaire Active Directory, un annuaire technique pour l'authentification, une synchronisation avec DearSync pour peupler, et une fois que cette configuration était prête, donc ça nous a pris 3 jours, nous avons commencé la migration des datas. 10 boîtes aux lettres pour valider que ça fonctionnait bien, et ensuite une bascule des 3500 boîtes aux lettres. La bascule a commencé le vendredi, le lundi matin, c'était fini. Ça, la contrainte qui est importante, c'était de dire que l'université a demandé une intervention début septembre, avec une réalisation en quelques jours, pour être opérationnelle avec la totalité des boîtes aux lettres sur Office 365 pour la rentrée universitaire. Et donc là, on est dans une bascule type one-shot. Donc voilà pour les 2 retours d'expérience. Si on résume ces 2 retours d'expérience, nous avons eu 2 plateformes différentes, une plateforme Microsoft, une plateforme type Zimbra, POP3, qui ont été migrées dans un cas one-shot en l'espace de quelques jours sur Office 365. Dans un deuxième cas, on est dans une configuration hybride et une coexistence sur du très long terme. Et ces 2 projets qui ont été réalisés en quelques jours avec une mise à jour automatique et transparente des clients Outlook pour les utilisateurs. Voilà pour le retour d'expérience sur ces 2 établissements. Alors, je dirais que ces 2 projets permettent de toucher du doigt 2 choses. Comment, dans un projet où on va être en coexistence avec du plutôt Microsoft sur l'infrastructure, et dans un autre cas, donc dans des environnements quand même plutôt hétérogènes, où l'annuaire de référence n'est pas Active Directory, c'est OpenLDAP, on est dans des contextes de sécurité également où on ne joue pas avec les mêmes règles, des protocoles de sécurité différents, des contraintes différentes également par rapport à des cycles de rentrée universitaire, peut-être moins d'agilité, des équipes aussi moins sensibles aux technologies Microsoft. Et donc là, on va aborder vraiment 2 points essentiels qui nous sont très demandés aujourd'hui. C'est comment coexister avec les infrastructures d'annuaire et puis comment mettre en place de la sécurité, de la fédération, éventuellement sur des protocoles pas Microsoft. Et pour cela, on va rentrer dans les entrailles de comment fonctionne la gestion d'identité et le référentiel d'identité dans Office 365. Et pour cela, je vais passer la parole à Arnaud. Merci Eric. Donc, dans cette partie, je voulais vous faire découvrir en fait la partie annuaire qui sous-tend en fait tous nos services en ligne. Est-ce que vous connaissez Windows Azure Active Directory? Qui connaît, non? 2-3 personnes. Alors Eric évoquait tout à l'heure cette idée de symétrie en fait sur tous nos services, et cette symétrie d'avoir finalement les mêmes fonctionnalités sur site et dans le cloud. Ça nous permet effectivement de l'agilité, ça permet également de la réversibilité, et finalement dans les concepts c'est beaucoup plus simple pour tout le monde en fait d'appréhender ces technologies. Windows Azure Active Directory en fait c'est un service d'annuaire en mode cloud qui va permettre en fait dès lors que vous faites une souscription, ça va être votre espace qui vous appartient. Vous allez pouvoir y mettre vos données personnelles en fait, vos utilisateurs. Et vous allez pouvoir y accéder à travers différents protocoles en fait. Donc dans le monde sur site où un annuaire LDAP passe par le protocole LDAP, dans le cloud en fait on va passer plus par un protocole de type HTTP qu'on appelle REST, et avec en fait des verbes qui sont du protocole HTTP. Quand on tape une URL par exemple c'est le GET, quand on poste un formulaire c'est le POST. On va pouvoir en fait requêter les données de l'annuaire.
Assez simplement, en fait, parce que ce principe s'appelle Graph API. Et c'est-à-dire qu'en fait, sans avoir d'adhérence sur des technologies Microsoft, et en ayant un outil de développement capable de communiquer sur Internet, faire des requêtes HTTP, capable d'interpréter ce qu'on appelle du JSON, c'est on va dire une version XML simplifiée, mais c'est finalement du texte, on va pouvoir requêter, mettre à jour l'annuaire Windows Azure Active Directory. Donc ça, c'est la partie un peu ouverture, interopérabilité, et être capable finalement de dialoguer facilement en technologie Microsoft, c'est naturel, mais en dehors, avec d'autres outils de programmation et d'autres langages de script. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est finalement créer vos identités directement dans le cloud. Ça peut avoir un intérêt pour une migration one-shot, comme on le disait tout à l'heure, lorsque tout le monde passe directement sur Office 365 et qu'il n'y a pas de coexistence. Dans ce cas-là, pourquoi pas, ça a du sens d'importer en une fois, avec un fichier CSV, vos utilisateurs. Donc ça se fait simplement, au lieu de passer par des outils de programmation ou de passer par ces interfaces que j'évoquais, on se connecte sur un portail d'administration. Et là, on a le choix, soit de créer l'utilisateur avec un wizard, soit d'importer un fichier texte qui contient les attributs demandés. Les attributs, c'est le nom, c'est le prénom, c'est l'adresse email. C'est ce genre de choses, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'on voit, c'est qu'Office 365 va s'appuyer, en fait, sur Windows Azure Active Directory pour l'authentification. Bien entendu, le service, vous avez la possibilité d'autoriser l'accès ou non à des boîtes aux lettres, l'accès à différents services. Mais il y a ce découpage où Windows Azure Active Directory authentifie. Et on va regarder par la suite qu'est-ce que ça sous-tend. Il y a un deuxième concept qui est l'identité fédérée. Donc auparavant, qu'est-ce que j'évoquais ? C'était le provisioning, c'est le fait de créer une seule fois en fait les utilisateurs. Et finalement, s'il y a des évolutions sur site, s'il y a des personnes qui arrivent, des personnes qui partent de l'université, de l'organisation, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cycle de vie de l'identité, il n'y a pas de création automatique et agile des identités. Quand on veut aller un peu plus loin, on va avoir besoin en fait de passer par de la synchronisation et de ne plus finalement répliquer la totalité des objets, ma base utilisateur, mes 15 000 comptes, mais d'être capable de connecter ces comptes entre eux et d'être capable d'analyser la différence sur les attributs. C'est-à-dire que dans mes cycles de synchronisation, je ne vais pas mettre à jour mes 15 000 comptes, mais seulement ceux qui sont arrivés et ceux qui ont été supprimés. Ça, c'est un outil de synchronisation et il s'appelle SwadirSync. Donc c'est l'offre packagée qui est en fait, c'est un outil qui se déploie, comme tu as pu le dire, je crois, en quelques jours, en 1 à 2 jours maximum, qui se place sur un serveur. Et c'est un outil qui est naturel en fait quand on est en monde ou Microsoft Active Directory. En fait, il a le connecteur qui va bien pour aller se connecter sur Active Directory, importer les utilisateurs et puis les projeter dans le cloud. Quand on est dans un monde avec d'autres sources d'identité, qu'on a d'autres annuaires, dans ce cas-là, en fait, on propose un moteur, c'est le moteur complet qui s'appelle FIM, qui est également fourni sous forme de package, avec les règles de provisioning qui vont bien, mais vous avez plus d'agilité parce que vous allez pouvoir en fait vous connecter à vos sources d'annuaires. Et donc, on fournit de base, en fait, soit des connecteurs pour aller sur des bases SQL, soit pour aller sur de l'OpenLDAP, soit sur des annuaires LDAP type Sun ou IBM. Il y a à peu près une quinzaine de connecteurs qui sont fournis, de base dans le produit, également téléchargeables sur les sites des communautés, pour augmenter la pertinence de l'outil. L'autre point qui peut intéresser dans ce cas-là, c'est l'identité fédérée. Et c'est un partage de responsabilités. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que le serveur de fédération, normalement, doit être hautement disponible. Effectivement, parce que c'est plus Windows Azure Active Directory qui va authentifier vos utilisateurs, mais vous gardez ce contrôle chez vous. Vous êtes responsable de l'étape d'authentification, et à partir de là, Office 365 est capable de fonctionner. Ce que je voulais résumer rapidement, ce qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est ces deux modes, en fait. Soit une identité dans le cloud, soit une identité qui est fédérée. Dans le premier cas, les mots de passe sont créés dans le cloud, et c'est la plateforme Windows Azure Active Directory qui va authentifier vos utilisateurs. Dans le deuxième cas, vous gardez la main sur cette étape d'authentification. Ce qu'il faut savoir, c'est que prochainement, il va y avoir un scénario mixte et intermédiaire qui va s'intercaler entre ces deux scénarios.
où vous aurez la capacité de synchroniser également les mots de passe. Donc ça peut être intéressant en termes de simplicité, hein, c'est de plus avoir d'adhérence sur ce serveur de fédération et finalement de confier toute cette partie à Windows Azure Active Directory. C'est des choses qui vont arriver. Sur ce que je vous ai décrit, sur ces outils de synchronisation, hein, que ça soit DirSync, FIM, ou pourquoi pas des scripts PowerShell que vous pouvez créer pour aller alimenter Windows Azure Active Directory, il n'y a pas de dépendance sur les outils et sur les serveurs de fédération, hein. Il faut savoir qu'en monde Microsoft, on a bien sûr le serveur ADFS qui cause et qui parle le protocole WS Fédération, mais on accepte également le protocole de fédération SAML 2.0. Donc si vous avez déjà fait le choix en fait dans votre organisation d'un autre serveur de fédération, vous allez pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, Office 365 supporte le protocole SAML 2.0 sur une implémentation testée sur serveur Shibboleth, hein, Shibboleth 2. Pareil, dans la roadmap, on va supporter plus de serveurs de fédération du marché qui causent SAML 2.0, mais à l'heure actuelle, c'est Shibboleth 2 qui a été le premier en fait à être testé et supporté. Cette configuration, en fait, elle est détaillée à travers un livre blanc auquel Jean-Marie Thia a largement contribué. C'est quand même une bonne source de référence, en fait. C'est vraiment un step-by-step assez complet, je pense, pour mettre en place ce type de scénario. Et je vais passer tout simplement la main à Franck qui va vous détailler ce retour d'expérience sur tout ce qui est serveur de fédération et monde non Microsoft. Bonjour. Donc, moi, je vais tout simplement vous faire un retour d'expérience qui a été fait lors d'un POC pour une grande école de commerce française pour mettre en place un système de fédération d'identité, donc Shibboleth Office 365. Donc, cette école de commerce jouit aujourd'hui d'un système de messagerie et de gestion de cours virtuels qui est une solution qui n'est pas Microsoft, et qui, par exemple, n'est pas fédéré avec leur système d'identité qui est propre. Aujourd'hui, cette école bénéficie de serveurs CAS avec des annuaires LDAP, une multitude de serveurs LDAP qui sont derrière et qui permettent sur le réseau de l'école et puis même au niveau des universités d'arriver à authentifier les utilisateurs. Aujourd'hui, on bascule dans un mode cloud, donc c'est technique, que ce soit l'Active Directory ou le pur LDAP, ne sont pas forcément très adaptés pour naviguer à travers Internet. On a besoin de quelque chose de plus fiable, et aujourd'hui, quand on met en place de la fédération d'identité, on parle de mettre en place des relations de confiance, tout simplement. Donc on positionne une relation de confiance entre Office 365, qui va déléguer en fait l'authentification à votre infrastructure, et votre infrastructure va valider les comptes. Ça veut dire que vos comptes utilisateurs, vos mots de passe sont dans votre système. Nécessité, comme ça a été dit tout à l'heure, de garantir une disponibilité de ces systèmes. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, si vous avez des serveurs CAS et ce genre de choses, ça fonctionne parfaitement et c'est quelque chose qui est solide. Donc, pour cette école de commerce, on a proposé quand même de provisionner 65 000 licences SharePoint Online. Pour faire quoi? Pour faire un site, une plateforme de réseau social. Tout simplement pour que les étudiants puissent créer des communautés sur les sujets qui leur plaisent, etc., et puissent échanger. Comme ça a été dit tout à l'heure aussi, l'école permet de créer les comptes à vie. Donc, ce site, on va l'appeler Business School, community.onmicrosoft.com. Problématique de contrainte, cette école ne souhaitait pas voir installer chez elle la moindre infrastructure. Il n'était pas question de rajouter une seule machine dans le système d'information. Et surtout pas une machine Microsoft. Très clairement, c'est du CentOS, c'est de l'Unix, c'est du Linux, donc pas de problème. Donc, après multiples discussions, puisque effectivement la première approche pour nous, et c'est ce qui se faisait plus ou moins à l'époque, c'est d'arriver avec un serveur de fédération Microsoft ADFS.
et de dire on va monter une usine à gaz, ok, pour brancher ça sur les serveurs LDAP, etc. Donc effectivement, on a compris que ce n'était pas quelque chose qui était possible de faire, et surtout, pour moi, c'était vraiment un concept très intéressant, d'abord de partir sur un serveur de fédération open source, et puis de garantir effectivement l'exigence du client, c'est de ne pas déployer de choses chez lui. Les solutions de mail ou les solutions de cours virtuels aujourd'hui ne sont pas hébergées chez eux, elles sont dans le cloud. Donc on les a poussés à installer un serveur Chiboulette 2.3.8 parce qu'ils n'en étaient pas équipés et de le configurer. On s'est juste proposé de les assister dans le process de mise en place de la fédération. Sachant que moi, j'ai quand même une bonne habitude de la fédération avec Azure, avec Office 365, notamment basé sur le serveur Microsoft ADFS. Donc les principes de fédération d'identité m'étaient relativement connus. Et ça m'intéressait de voir comment on pouvait faire ça avec Chiboulette dans ce cadre-là. Voilà. Donc ils ont mis un peu de temps à l'installer. Il y avait des problématiques aussi d'environnement chez eux, notamment quand vous voulez authentifier dans Office 365 les utilisateurs avec vos comptes à vous. Dans Office 365, vous allez vous connecter avec ce qu'on appelle un UPN. Nom de l'utilisateur, nom de domaine, .edu, .fr ou .autre chose. Il faut, pour que ce soit possible, que le domaine soit enregistré dans Office 365. Pour faire ça, vous devez le déclarer et vous devez poser sur vos DNS publics un certain nombre d'entrées, TXT, etc., pour que le domaine puisse automatiquement être validé par la plateforme 365 et considérer que ce domaine vous appartient bien, tout simplement. On est déjà dans la mise en place de relations de confiance, tout simplement. On ne va pas demander à avoir un certificat, un tampon, quelque chose de signé. On valide tout simplement la disponibilité du site qui va authentifier par déjà le fait de maîtriser un nom DNS et d'être capable de mettre des attributs particuliers pour montrer qu'il vous appartient bien. Donc, dans le cas de cette école, malheureusement, la solution de messagerie précédente, etc., occupait déjà ces entrées. Donc, après une première journée d'intervention sur place où j'ai pu aborder toutes les problématiques qu'il y avait sur site, c'est quelque chose qui a été remonté. Donc, pour 65 000 comptes, il suffit d'appeler Eric et le support Microsoft. Et le support Microsoft a validé le domaine, tout simplement, sans demander à l'école de positionner ces entrées DNS, ce qui n'était pas possible, parce qu'aujourd'hui, la plateforme de messagerie, la plateforme de cours virtuel, elle est en prod, les étudiants sont dessus, tout simplement. Donc on pouvait strictement rien casser. Donc maintenant, pour mettre en place la fédération d'identité, on a quand même été obligé, c'est la seule chose, mais c'est un instant T, de positionner une VM Windows 7, tout simplement pour pouvoir exécuter des scripts en PowerShell. C'est simplement pour exécuter ça. Et tout simplement parce que cette école souhaitait que je sois présent sur site, parce que cette opération, j'aurais pu la faire de chez moi. Et à ce moment-là, on n'avait besoin de rien installer du tout. D'accord ? Donc, puisque je faisais le travail sur site, on a décidé de monter une VM sur un serveur, c'est pas Hyper-V, c'est, j'ai plus le nom, mais bon, l'autre, voilà. Et ça s'est parfaitement passé. Donc, comme ça a été indiqué tout à l'heure, il y a vraiment, si vous voulez faire de la fédération d'identité avec Chiboulette, donc conserver dans vos serveurs CAS les identités de vos utilisateurs, les gérer comme vous les gérez aujourd'hui, mais simplement mettre une façade web sécurisée qui est capable d'échanger, de faire confiance à des sites distants. Il y a un livre blanc qui existe, qui a été fait donc par Jean-Marie Thia et un éminent architecte de chez Microsoft, Philippe Béraud. Et c'est ce tuto que j'ai suivi pas à pas. Parce que vous imaginez bien que moi, avant de monter sur ce projet-là, j'aime bien prendre des risques, y aller, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc, ce livre blanc montre la démarche d'installation d'un serveur Chiboulette de bout en bout et de la mise en place de la fédération. Dans le livre blanc, c'est fait sur un serveur Windows, un Chiboulette sous Windows. Dans le cas de cette école, c'était fait effectivement sur des serveurs Unix, donc des serveurs CentOS. Donc, qu'est-ce que fait Chiboulette ? Chiboulette, il identifie les étudiants sur l'infrastructure CAS qui est derrière. Donc, la mise en place de Chiboulette, il faut quand même le raccrocher à la partie annuaire. Quand vous mettez en place un ADFS, l'ADFS, il se branche sur une Active Directory.
On est exactement dans un parallèle qui est totalement similaire. Et ce que Shibboleth va faire aussi, il va extraire de vos serveurs CAS les attributs qui vont d'abord permettre de faire la fédération, plus éventuellement des attributs de confort qui vont être le nom, le prénom de la personne, son numéro de téléphone, son service, etc., etc. N'oubliez pas que ces attributs périphériques peuvent avoir un intérêt, notamment dans un contexte de réseau social. C'est comment me contacter, comment m'appeler, comment me joindre, quels sont mes centres d'intérêt, etc. Ça peut être des choses qui sont présentes dans les annuaires et qui peuvent être montées. Il y a deux propriétés qui sont absolument incontournables, qui vont permettre d'établir la fédération d'identité. Donc un immutable ID, donc dans vos serveurs CAS, LDAP, c'est l'object GUID ou ID, je ne sais plus, l'object GUID. Et il faut un UPN. Donc un UPN, c'est une adresse mail. Donc dans le cas de cette école de commerce, nous n'avons pas choisi l'object GUID ou l'object ID. Il y en a un, c'est chez Microsoft, l'autre, c'est... Oui, c'est le bon sens. D'accord. On a choisi un matricule, le matricule des étudiants, qui est garanti d'être unique, donc qui se présente sous la forme B00, et puis un chiffre derrière, qui est garanti à vie pour un étudiant. Donc on a été capable un petit peu de dévier du livre blanc pour adapter en fonction des besoins, parce qu'effectivement, un GUID, ce n'est pas forcément pour faire du provisioning à la main, pour retrouver les informations, ce n'est pas quelque chose qui est très explicite. Alors que le matricule interne, c'est quelque chose qui est utilisé partout dans cette école, donc c'était le bon choix. Et puis pour la partie UPN, il faut savoir que dans ces serveurs CAS, il y a des gens qui ont plusieurs alias de mail. Donc il y avait des choses en .edu, en .fr, sur d'autres domaines, etc. Donc en paramétrant les assertions SAML2 qui allaient être extraites et transmises vers Office 365, on peut dans Shibboleth écrire un peu de JavaScript pour arriver à extraire en fait une partie de la donnée qui nous intéresse ou une adresse mail. Là aussi, je refais un parallèle avec les serveurs ADFS. Vous avez la même fonctionnalité dans ADFS. Vous pouvez scripter en fait l'extraction des revendications, puisque les assertions SAML ou les revendications WS Fédération sont des revendications, des claims. Et puis bien sûr, sur la plateforme Windows 7, nous avons installé donc, les modules pour effectuer la fédération, donc en PowerShell. Et puisqu'on parle de PowerShell, je vais vous montrer simplement quelle est l'opération qu'il faut réaliser une fois que le serveur Shibboleth est en place, qu'il est bien mappé sur votre infrastructure CAS, que les assertions dans les fichiers de configuration de Shibboleth, les assertions ont été paramétrées, que tout a été paramétré. Là, je vous renvoie vers le livre blanc que j'ai indiqué. Okay. L'école de commerce a mis presque 2 mois à le paramétrer, son Shibboleth. Donc, une fois que cela a été fait, je suis revenu sur site et le domaine qui avait été validé auprès de Microsoft était en .edu. Il s'agissait de valider un domaine qui corresponde aux UPN, donc au login qui allait être entré par les étudiants pour se loguer. La plateforme 365, comment elle va vous rediriger vers votre serveur de fédération? Grâce à l'UPN, elle regarde la sous-partie où il y a le domaine d'indiqué. Elle dit, ce domaine, je le connais, il est dans l'ensemble Windows Azure Active Directory, il est fédéré avec un point particulier. Je me suis fait déléguer l'authentification sur ce domaine-là. Donc je prends les attributs qui ont été rentrés au moment de la fédération, les endpoints, etc. Et je renvoie sur le serveur d'authentification, qui est un serveur d'authentification web. Ça passe en HTTPS. Les tokens de fédération sont cryptés, c'est sécurisé. Ils sont non répudiables, on peut voir s'ils ont été modifiés, etc., etc. Donc il y a une bonne sécurité derrière. Donc voilà l'opération de fédération. Vous remarquerez qu'on indique un certain nombre de endpoints. Donc quand on voit $URL, vous voyez qu'on va sur un profil SAML2, on va faire un post SSO et c'est le endpoint de fédération. Celui qui est en dessous, le mode ECP, c'est une extension au serveur Shibboleth qui permet
non plus de faire de la fédération passive, donc de la redirection d'URL pour rediriger et valider, faire de la fédération active. Ça, c'est notamment dans les cas pour certains appareils mobiles qui ne supportent pas encore ce genre de choses ou qui le supportent très mal, ou parfois des navigateurs, faire de la fédération active, c'est-à-dire avoir un logon où on va passer directement son code utilisateur et son mot de passe pour des périphériques qui ne le supporteraient pas. Vous voyez que dans la ligne un peu plus bas, on fait un New Object Security, on récupère un certificat. C'est le certificat qui va permettre de crypter le token de fédération. Ce n'est pas un certificat que vous avez besoin d'aller acheter chez VeriSign ou chez GoDaddy, ça dépend où vous allez, ou autre, tout autre. C'est un certificat autogénéré, il sert simplement à crypter les données et surtout il est transmis à la plateforme Office 365 sans sa clé privée, tout simplement pour que Office 365 puisse décrypter le token quand il va arriver et reconnaître qu'il a bien les assertions qui correspondent à des utilisateurs qui sont présents chez lui. Donc c'est en ça qu'on parle de relation de confiance établie. On a bien échangé une donnée de sécurité entre les deux systèmes. Et après, la commande, où bien sûr tout le monde se met à genoux avant et fait la prière, c'est est-ce que ça va marcher? C'est la toute dernière ligne. Donc c'est quelque chose qui est supporté depuis le mois de juin, je crois, à peu près, avec l'arrivée de Windows Azure Active Directory. Avant cette époque-là, il y avait un seul système d'authentification chez Microsoft. Tous les clients étaient sur le même. Depuis juin, vous avez chacun, en fonction de votre souscription, ce qu'on appelle un tenant. Donc vous avez votre système de stockage d'utilisateurs, de propriété utilisateur, ou quand vous n'êtes pas fédéré, vos utilisateurs et leur mot de passe. On a vu ça tout à l'heure dans la présentation. Et donc voilà l'opération de la commande PowerShell qu'il faut rentrer pour mettre en place la fédération. Une fois que ça est rentré, vous allez sur le site SharePoint Online. Vous commencez à taper votre nom d'utilisateur, .edu. En dessous, il va vous mettre quelque chose en disant « Allez vous signer sur votre STS propre ». Et à ce moment-là, vous êtes redirigé sur la page d'authentification de Shibboleth. Shibboleth va accepter le code utilisateur, le mot de passe, va partir sur les serveurs CAS, va valider l'identité et va construire avec les assertions qui ont été prévues un token de fédération qui, lorsqu'il va revenir via le post qui va être fait sur le serveur SharePoint, le post HTTP, la plateforme 365 va arriver à décoder ce token de fédération, va par exemple extraire l'UPN, va dire cet UPN correspond à un domaine qui est enregistré dans Office 365, donc je le connais, et en plus j'ai la preuve que j'ai une relation de confiance établie entre le Shibboleth de l'école de commerce en .edu et mon système à moi, parce que tout simplement, j'ai été capable d'interpréter le token de fédération qui arrivait, de le décoder. Donc maintenant, il reste une problématique, parce que dans Windows Azure Active Directory, il faut quand même aller déclarer des comptes utilisateurs. Et là, ce n'est pas des comptes utilisateurs pour l'authentification qu'on va déclarer, c'est des comptes utilisateurs qui vont servir aux applications. Tout simplement, c'est comment mapper une boîte mail sur un compte utilisateur, comment le mapper sur un compte SharePoint. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait certains outils fournis par Microsoft, donc DirSync qui est vraiment réservé à un contexte ADFS, FIM et surtout la prochaine version qui va être beaucoup plus avancée et permettre beaucoup plus de choses, sachant qu'encore, moi je suis dans un contexte où on ne veut pas mettre une machine Windows et pas installer un FIM qui serait capable d'aller sur un serveur LDAP. Alors là, on va toucher du doigt un scénario qui est intéressant et c'est là où on voit l'aspect un peu better together, profiter de Azure Directory Services dans un contexte Office 365. Typiquement, sur la plateforme Office 365, vous devez déclarer des utilisateurs. Comment faites-vous pour un réseau social d'étudiants, d'anciens, de partenaires qui eux-mêmes n'ont peut-être pas une identité dans l'institution pour permettre des scénarios de self-provisioning, c'est-à-dire de permettre à des gens de construire leur identité de la même manière qu'aujourd'hui vous allez rejoindre un réseau social via Viadeo, LinkedIn ou autre, ou Facebook, faire une demande et recevoir un jeton, une identité pour vous authentifier et créer une fiche profil sur ce réseau social. Bon, on était exactement là-dedans. Office 365 par défaut ne propose pas une interface de self-provisioning et donc l'idée était là de contourner et de profiter d'une plateforme qui s'appelle
Azure, qui certes fournit dans ce contexte un référentiel de sécurité, mais également la possibilité de construire des workflows, des formulaires, en s'appuyant sur le langage .NET, ASP.NET, mais même d'autres langages, puisqu'aujourd'hui Azure c'est aussi PHP, Ruby, Java, et donc de construire en fait un formulaire d'autosouscription pour se créer une identité sur ce réseau social. Donc vraiment dans un scénario véritablement métier. Mais on voit bien que cet aspect métier aujourd'hui va engendrer des problématiques derrière conséquentes en termes de sécurité et à prendre en compte. Je te recèle du coup la parole. Merci. Donc avant de passer effectivement à un scénario de self-provisioning, de provisioning automatique, de provisioning à la demande, je vais quand même vous montrer la ligne de commande encore en PowerShell, c'est la première, elle est un peu en petit, qui permet d'inscrire un utilisateur en mode fédéré. Vous pouvez simplement voir, parce que c'est en gras, qu'on a deux propriétés où on passe bien l'immutable ID et on va aller déclarer simplement le compte, mais vous voyez que là, quand on crée le compte utilisateur, on ne passe pas de mot de passe et on ne va pas demander à l'utilisateur de changer son mot de passe la première fois qu'il va se connecter, puisque de toute façon, il ira se signer sur votre serveur Chiboulette. Donc les contraintes de ce projet pour cette grande école de commerce, c'était effectivement de provisionner automatiquement l'inscription de l'utilisateur dans Office 365, donc dans WAD, dans Windows Azure Active Directory, et surtout de lui affecter les licences qui vont lui permettre d'utiliser le produit. Parce que quand vous êtes sur Office 365, vous avez des plans, K1, K2, E2, E3, E4, qui vous permettent d'utiliser Lync, Exchange, SharePoint, Office en local, etc. Donc, il s'agit de créer l'utilisateur et de dire, en plus, il a le droit d'utiliser SharePoint, il a le droit d'utiliser Exchange, ou il a le droit d'utiliser Lync. Donc ça, c'est toute la partie provisioning, création, mise à jour d'un utilisateur, et attribution des licences. Donc ça va être réalisé sur une souscription Azure, puisque Microsoft a offert aussi à cette école le fait d'avoir une souscription Azure. Alors ça les intéresse aussi, parce que, et je leur en ai parlé, c'est que maintenant, on a même des templates de VM CentOS dessus. Donc c'est génial. C'est génial, ils vont pouvoir se fédérer avec WAD. Ils reviendront, parce qu'ils auront saisi leur code avec .edu derrière, ils viendront signer à la maison, ils reviendront, le token de fédération va marcher et ils auront du SSO, ils pourront passer d'une appli web à l'autre sans avoir à redonner le mot de passe. Voilà. Donc c'est encore en cours puisqu'on est encore en train d'arbitrer un certain nombre de points purement techniques, mais globalement une page d'acceptation des conditions d'utilisation sera positionnée sur le portail interne de cette école. L'étudiant voulant aller sur le RSE cliquera dessus. En fait, il sera redirigé vers une page dans Azure qui, elle aussi, sera fédérée avec le serveur Chiboulette. Et cette page va tester, tout de suite, en partant sur Office 365, va tester l'existence de l'utilisateur, la vérification du niveau de propriété, la conformance, est-ce qu'il y a eu des choses modifiées, etc. Et vérifier aussi s'il y a l'attribution de licence. Si tout ça est OK, pas de problème, redirection vers le site SharePoint Online, vient un aller-retour avec le serveur Chiboulette de fédération, accès, bonjour monsieur, je vous connais, vous arrivez sur votre réseau social. Si ça n'est pas le cas, il y a une demande d'acceptation des conditions d'utilisation, sauf que le premier SSO qui a été mis en place vers Azure, on a remonté en fait tous les attributs de l'utilisateur qu'on veut mettre dans Office 365. Donc son UPN, son nom, son prénom, son numéro de téléphone, etc. Il y en a une dizaine, entre 10 et 15, en fonction de ce que vous voulez faire, qui permettent de remplir un profil Office 365. Et donc, si cet utilisateur n'existe pas, en reprenant le petit bout de script qui est tout en haut de la page, là, par exemple, derrière, Azure va aller créer et provisionner cet utilisateur avec les attributs qu'il va retrouver dans les claims qui vont arriver, dans les revendications. Donc ce qui va arriver dans le token de fédération va être décrypté sur le site. Et dedans, on va avoir les attributs et leurs valeurs. Et à ce moment-là, on va aller provisionner l'utilisateur puisqu'il n'existe pas. Et en même temps, on va aller lui affecter une licence d'utilisation de la plateforme SharePoint pour le laisser accéder. Une fois que ça est réalisé, on fait tout simplement une redirection vers la plateforme SharePoint. Et c'est pareil, là, il va arriver, on va lui dire « Attends, on construit ton environnement, on provisionne ton site, etc. » Et il a un accès qui est définitif. Alors, par contre, ce qui n'est pas prévu ici, c'est effectivement de savoir si
Des étudiants s'en vont, comment on neutralise la licence, etc. Donc c'est des petites choses sur lesquelles on est en train de travailler. Mais rappelez-vous que quand même, normalement, c'est des comptes qui sont offerts à vie. Donc là, quand même, vis-à-vis de l'engagement vis-à-vis de l'éditeur, c'est quand même un vrai investissement. Dans 50 ans, on est encore là, hein, Eric. Hein, donc, ouais. Et voilà. Donc pareil, le niveau de satisfaction de la plateforme collaborative, puisqu'il y a quand même un beau site de RSE qui a été développé par un autre partenaire Microsoft. On a travaillé, parce que les partenaires arrivent à travailler avec Microsoft à plusieurs, donc pas les mêmes sociétés. Un beau site, une agence qui a développé des beaux visuels. Donc simplement, je vous résume ici, vous pouvez le regarder, donc le processus de provisioning à la volée. Donc ça veut dire, je reste en environnement Unix sur mon infrastructure interne, je n'installe pas d'outils tierces, et j'arrive à faire du provisioning qui est complètement hébergé au niveau du cloud, donc soit Azure, soit Office 365. Je pense que j'ai le temps. En quelques minutes. Des très belles choses qui arrivent, notamment liées encore à la confidentialité des données. Effectivement. Il y a pas mal de choses qui vont arriver le 27 février. Oui, on a le droit de le dire. Je crois qu'on peut. Bientôt. Dans quelques semaines. Pour ceux qui ne sont pas encore sur Office 365 éducation, patientez, je disais tout à l'heure, quelques semaines. Ouais, quelques semaines. Le 29, allez. Le 27 février, c'est officiellement dispo, donc ceux qui ne sont pas encore inscrits pourront démarrer avec une plateforme flambant neuve et qui intègre notamment des belles nouveautés comme celle-ci, Right Management System. Alors souvent, moi qui passe mon temps dans le monde universitaire, on nous parle souvent de sécurité. Aujourd'hui, la sécurité, très souvent, le maillon faible, c'est l'individu. Hein, puisque par essence, quand on va échanger des emails, on va traverser les pare-feux, voilà. Rien n'empêche à quelqu'un, même sur un système de messagerie, qu'il soit Microsoft ou pas, de transférer des documents confidentiels à l'extérieur. Alors chez Microsoft, on a une technologie qui s'appelle Right Management System, qui jusqu'à présent nécessitait un serveur en local pour crypter, signer des documents, des pièces jointes. On l'utilise à titre personnel, hein, par exemple, on s'applique les punitions qu'on inflige à nos clients. Par exemple, quand nous, on nous informe des roadmaps et notamment de la sortie d'Office 365 vague 2, typiquement, on a reçu les notifications, on nous envoie des emails signés, non imprimables, non transférables. Le Alt Print Screen ne marche pas. C'est grâce à cette technologie RMS, c'est-à-dire qu'on fait de la protection documentaire. Ça marche aussi bien dans les emails, les pieds jointes, mais également dans les espaces collaboratifs, c'est-à-dire dans SharePoint, avec tout ce qui est record management. Et voilà, et la grosse nouveauté, c'est qu'on enlève encore cette adhérence avec l'infrastructure locale, puisque désormais, ça arrive sous la forme d'un service online. Exactement. En fait, dans les offres à valeur ajoutée, dans les souscriptions, je crois que c'est A3, A4, E3, E4, A3, voilà. Dans la souscription A3, en fait, vous avez ce service, ça vous permet de faire du chiffrement persistant. Problématique, c'est quand vous échangez des documents confidentiels, comment assurer leur protection durant leur transport. Bon, ça on sait faire, hein, les tunnels SSL sur Internet. Durant leur stockage, on sait un peu faire. Sur les devices, on peut faire du chiffrement de disque dur. Par contre, quand on va le stocker sur un téléphone, sur une clé USB et qu'on a plein de devices, ça va permettre en fait que l'information soit chiffrée. Et donc, quel que soit le transport, le stockage, il y a une protection. Hein. Également, protection sur l'usage. On va pouvoir définir ce qu'on fait de l'information. Hein. Est-ce qu'on peut imprimer? Est-ce qu'on peut la modifier? Est-ce qu'on peut la transférer? Ça, en fait, on va pouvoir le définir de façon soit discrétionnaire dans les outils, soit de façon automatique. Et l'automatisation est faite sur SharePoint Online, dans des bibliothèques de documents, dans Exchange, vis-à-vis de conditions que vous allez pouvoir paramétrer sur des groupes d'utilisateurs, sur des mots-clés, sur des choses un petit peu plus compliquées, sur la conformité, des choses qui sont fournies de base. Et puis des belles choses aussi qui arrivent sur les formats de documents. Donc c'est plus seulement Office, mais c'est également les PDF, et c'est la protection de fichiers PDF avec des éditeurs comme Foxit Reader qui permettent d'avoir un lecteur capable de déchiffrer, d'exercer ses droits d'usage sur les fichiers PDF. Donc pas mal de choses qui vont arriver. Également sur les devices et autres, on va avoir un SDK qui va sortir et qui va permettre aux plateformes Android, Apple et tout type de devices qui vont être capables progressivement en fait de prendre en charge ces documents protégés. Je te laisse la main pour terminer sur conclusion, si tu veux conclure.
Donc on a véritablement, je dirais, vu et abordé dans la session des choses qui sont assez structurantes aujourd'hui pour les équipes informatiques des établissements, c'est-à-dire offrir de nombreux services aux étudiants avec tout ce qu'on voit apparaître, le bring your own device, ramener ses tablettes, ses équipements, comment gérer des équipements aujourd'hui non managés en termes d'infrastructure par les équipes informatiques, offrir beaucoup de liberté et beaucoup de services sans sacrifier à la sécurité et sans remettre en cause tous les investissements qui ont pu être réalisés, qu'ils soient Microsoft ou pas. Et donc, je pense que véritablement, aujourd'hui, on a une plateforme qui permet de répondre à tous ces types de scénarios, qui se prête plutôt bien en termes de flexibilité, à un coût défiant toute concurrence, puisque la plateforme, elle est, pour ainsi dire, totalement gratuite aujourd'hui. Voilà, donc c'est un beau produit. Les clients qui l'utilisent, je pense, en sont plutôt satisfaits. Voilà, et donc si vous avez des projets, n'hésitez pas à venir nous voir. Vous voyez aussi qu'on est entouré de très bons experts sur le sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à venir échanger avec eux. Et puis voilà, si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre.